Juste comme d'habitude, deux mots d'accueil au titre du Centre culturel universitaire pour accueillir notre amie, notre collègue Francine de Michel, qui est la présidente de notre fondation, mais qui est par ailleurs, au bout d'une longue carrière, professeur de droit public, professeur émérite de droit public, s'il est utile de le préciser, et bien entendu quelqu'un de très investi dans la vie intellectuelle et dans la vie en général de la Corse. Alors, je suis à l'origine de cette commande. Hein, j'ai sollicité Francine sur ce thème parce que j'avais été, lâchons le mot, impressionné par son propos d'accueil à l'ESP de Corse quand elle nous a parlé de laïcité et l'esprit qui a soufflé à ce moment-là sur un thème majeur de la vie politique en général, en France aujourd'hui en particulier, et en Corse bien entendu de façon permanente. Je lui ai demandé de réfléchir sur l'idée de peuple et de nation, et elle nous propose la conférence aujourd'hui sous le titre « Qu'est-ce qu'un peuple ?» Alors, bien entendu, thème ô combien d'actualité en ces temps où on réfléchit en Corse sur l'autonomie, l'indépendance, sur la notion de peuple, sur la notion de nation, bien entendu. Et l'approche de la juriste sera très intéressante, mais je pense qu'elle sera, cette approche, beaucoup plus ouverte et en tout cas très émulatoire ici au sein de l'université pour pouvoir avoir ensuite un échange que j'espère fécond avec les étudiants, bien entendu, que je remercie toujours, et les collègues présents. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. On va se donner 3/4 d'heure, 1 heure. On peut peut-être baisser un petit peu. Enlevez-moi la lumière. Nicolas, j'ai pas besoin de lire, alors j'ai pas voilà. besoin de lumière. Donc, les lumières, c'est métaphorique aujourd'hui. Ah, voilà. On est mieux comme ça. D'abord, je vois le public, tandis que là, je voyais rien. Voilà. Francine, donc tu gères comme tu veux. En général, le format, je le disais à l'instant, c'est à peu près 1 heure d'intervention, mais tu peux réduire à 3/4 d'heure. Ce sera autant de gagner sur l'échange. Et puis, j'espère que nous aurons ensuite une interaction féconde. Tu as la parole avec mes remerciements. Merci. Nos remerciements. Merci à toi, Alain. Bonsoir à tous. Si vous voulez, je voudrais juste faire 2 petites remarques introductives. Je me souviens que Paul Valéry commençait toujours ses conférences par la formule suivante: je vais m'ignorer devant vous. Je vais ignorer devant vous. Hein. Ça veut dire qu'au fond, le savoir catégorique n'existe pas et qu'il y a beaucoup plus d'interrogations dans une conférence ou dans un exposé qu'il n'y a de réponses définitives. Et il y avait quelqu'un d'autre que j'aimais beaucoup, qui était Jacques Derrida, que je connaissais un peu, et qui, dans les conversations, disait toujours: n'oubliez pas que l'université, c'est le lieu où on enseigne l'inenseignable. Donc ça aussi, c'est une remarque qui est intéressante. Alors, je vais essayer, autour de ce thème, qu'est-ce qu'un peuple, de vous exprimer peut-être l'inexprimable, c'est-à-dire de vous expliquer, essayer de vous expliquer l'inexplicable, parce que on est en plein dans le débat là. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? C'est quelque chose de flou, c'est un peu comme le temps, c'est-à-dire que quand on nous dit qu'est-ce que vous savez du temps, vous savez rien, mais vous l'éprouvez. C'est quelque chose que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas difficilement conceptualiser. C'est sans doute le mot le plus employé du vocabulaire politique. Hein. Il n'est pas de jour où on entende parler de peuple sous toutes les formes, que ce soit au sens général ou avec un qualificatif, le peuple corse, le peuple français, le peuple algérien, ou que l'on parle du peuple des ouvriers. Ces jours-ci, on parlait du peuple de droite, par exemple. Bon. Donc, il y a toute une série de connotations différentes du terme de peuple et très peu de conceptualisation. Parce que si on regarde les ouvrages, on s'aperçoit qu'autant il y a eu des recherches approfondies dans toutes les langues sur la notion d'État. Qu'est-ce qu'un État ? Ça, il y a eu des réponses. Qu'est-ce qu'un peuple ? Il y a très peu de réponses en réalité, parce que justement la réponse définitive dans le cadre d'une théorie achevée, clôturée, est impossible dans ce cas. Donc une sorte de creux dans la pensée sur cette idée de peuple. Et pourtant, il faut bien en parler, parce que
Comme vous le savez, il y a des linguistes parmi vous, des gens qui travaillent sur la langue. Quand on veut parler d'une chose, il faut pouvoir trouver un mot derrière. S'il n'y a pas un mot derrière la chose, si on ne peut pas nommer une chose, elle n'existe pas. Beaucoup de choses n'existent que dans la stricte mesure où on arrive à les nommer. Donc, quand on parle de peuple, il faut quand même avoir un minimum de colonne vertébrale, de cohérence derrière. Autrement, on dit, on fait n'importe quoi, ce que font les journalistes, par exemple, qui emploient des mots comme le mot peuple sans en avoir, dès le début, si vous voulez, sans avoir essayé de conceptualiser ce qu'ils mettent derrière le mot peuple. Donc, il faut essayer de réfléchir comment le faire. Je dirais à partir d'une démarche, j'ai essayé, parce que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour moi non plus, encore qu'en tant que juriste, j'avais quelques certitudes au départ, que j'essaierai de vous exprimer, parce que le droit a donné quelques certitudes, a catégorisé un peu la notion de peuple. Une démarche en 3 temps. Première étape, les rapports entre le peuple et l'État, c'est-à-dire comment l'État a construit juridiquement le peuple. C'est en gros notre système représentatif. J'essaierai de vous expliquer ça dans un premier temps. Ensuite, il y a des périodes et il y a des moments où le peuple s'insurge contre l'État, où il y a une révolte, une lutte, disons, du peuple, sous quelle forme on le verra, contre l'État. Donc, il y a aussi des formes de peuple qui se dressent contre l'État. Et troisièmement, c'est peut-être le point le plus intéressant, mais aussi le plus incertain, c'est est-ce qu'on peut construire un peuple ou penser dans la durée, penser en théorie un peuple hors de l'État, qui soit en dehors des rapports entre peuple et État. Parce que la grande difficulté du sujet, c'est que nous avons tendance à parler du peuple dans la langue de l'État. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vous voulez, on a tendance à, quand on parle de peuple, on parle au fond du peuple tel que l'État nous l'impose ou nous le décrit. Et on a beaucoup de difficultés, y compris les chercheurs, y compris les juristes, surtout peut-être les juristes, à parler du peuple en dehors de ce langage de l'État qui est le langage du droit juridique. Bon. Or, comme vous le savez, le langage du droit est un langage de mensonge. Le droit sert à camoufler une réalité. Il y a une réalité qui est une réalité de lutte, une réalité de conflit, une réalité d'opposition. Et le droit, pour faire fonctionner l'État, utilise des fictions. Donc, quand le premier temps de ma démonstration, si vous voulez, c'est que le peuple va être construit juridiquement, encadré juridiquement par l'État. Et ne sera considéré comme peuple que ce que l'État appelle peuple, c'est-à-dire que ce que le droit appelle peuple. C'est le système dans lequel nous vivons. C'est le système représentatif. Alors, le système représentatif, peut-être que certains d'entre vous ont fait, notamment parmi les étudiants, un peu de droit. En tout cas, c'est le système sous lequel nous vivons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple, c'est l'électeur. Voilà. Le peuple, c'est la composition, la totalité des électeurs. Ces électeurs vont s'exprimer, quand on leur dira de s'exprimer, dans des votes, et ils vont voter pour ce qu'on appelle des représentants, d'où le nom de système représentatif. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on leur demande, c'est, en tant que représentés, en tant que peuple d'électeurs, de choisir des représentants. Ça se passe à une durée régulière. Bon, vous savez bien que les élections peuvent avoir des durées régulières. Le problème n'est pas là. Ce qui compte, c'est que entre ces périodes où l'électeur s'exprime avec un bulletin dans l'urne, il se tait. Le peuple se tait. Donc, on a affaire au silence du peuple. Ce sont les représentants qui sont sur la scène, si vous voulez. C'est un peu comme un théâtre. Vous avez la pièce qui est écrite par les représentés, par les électeurs. C'est eux qui choisissent telle ou telle personne ou tel parti. Ils écrivent la pièce, mais après, ils ne sont pas sur le devant de la scène. Sur la scène, qu'est-ce qu'il y a? Les représentants, c'est-à-dire les élus du peuple. Et c'est là que commence, si vous voulez, tout ce que moi j'appelle la mascarade juridique, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on ne sont rendus visibles que les représentants. Alors, dans la théorie
électoral, le peuple, c'est-à-dire les représentés, sont tout puissants. Hein. On est dans un système dit démocratique, au suffrage universel, où ce qui compte, c'est symboliquement les représentants. Les représentés, pardon. Mais en réalité, dans la réalité de la scène politique, ceux qui agissent, ce sont les représentants. Et qu'est-ce qui caractérise le système représentatif? C'est ce qu'on appelle le mandat représentatif, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Vous en avez 15 000 exemples, hein, où on vous promet avant d'être élu, et après on fait ce qu'on veut. Bon. Ça, il y en a dans tous les partis, il y en a dans tous les courants, il y en a dans tous les lieux. Bon. C'est le principe du représentatif, la liberté du représentant. Et on fait donc, et c'est là que le droit intervient, si vous voulez, le droit intervient parce qu'on peut appeler des fictions juridiques, il intervient comme si le représentant était le représenté. Donc, par exemple, les élus parlent au nom du peuple. Vous voyez bien que tout ce qui est écrit, vous avez souvent des papiers d'état civil, ou dès que le représentant s'exprime, il s'exprime au nom du peuple. C'est une pure fiction, puisque le peuple s'est contenté de voter, et ensuite, le représentant fait ce qu'il veut. De plus, on est dans le cadre d'un système qui est fondamentalement limité, qui est le suivant. Dans le cadre du système représentatif, qu'est-ce que c'est que le peuple? Ce n'est tout au mieux que la majorité du peuple. C'est-à-dire que c'est la majorité qui s'est exprimée, la minorité ayant été éliminée puisqu'elle est minoritaire. Donc vous êtes dans un système purement, exclusivement majoritaire, dans lequel, et c'est là la fiction, comment dirais-je, la plus grave, à mes yeux, la plus grave sur le plan de la démocratie, hein, c'est qu'on fait comme si la majorité était l'unanimité. Donc les lois, elles sont prises au nom du peuple. Vous avez bien vu, si vous regardez dans le journal officiel, la loi, c'est toujours au nom du peuple. Mais en réalité, ça ne peut être au maximum qu'au nom de la majorité. Donc, dans ce système représentatif, la minorité, non seulement elle est silencieuse, mais elle est éliminée. Elle est considérée comme nulle et non avenue. Alors ce système-là, comment il peut fonctionner, si vous voulez? Comment il a fonctionné? Il a fonctionné pendant un temps, maintenant il ne fonctionne plus, et je vais vous montrer pourquoi. Il a fonctionné pendant un temps, tant que, entre l'identité du peuple, l'identité sociologique du peuple, et la représentation, donc l'identification avait une certaine cohérence. Autant dire que quand il n'y avait pas trop de discordance entre la composition sociologique du peuple et la composition sociologique des représentants. Et progressivement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté un décalage de plus en plus grand, une discordance de plus en plus grande entre la composition sociologique du peuple et la composition sociologique des représentants. C'est-à-dire que l'identification ne marche plus. Pour que vous puissiez vous identifier à quelqu'un, pour qui vous votez, il faut qu'il ait un minimum de ressemblance avec vous. Hein, même si il n'est pas identique, il n'est pas semblable, mais il faut qu'il vous renvoie à quelque chose qui vous appartient. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, encore une fois, de ressemblance. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette ressemblance, où l'écart est très important entre ce que vous êtes dans votre réalité sociologique, dans votre réalité sociale, et ce que sont les représentants, le système ne marche plus. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le décalage entre l'électorat et les élus est tel, on le voit bien, que ça ne marche plus. Il y a un décalage d'abord au niveau de l'âge. Hein. On voit bien que les représentants sont beaucoup plus âgés que la moyenne de l'électorat de la population. Les jeunes ne sont pas représentés. Les femmes ne sont pas représentées. Alors, à force de dire un homme représente une femme, ça va un temps. Aujourd'hui, les femmes n'y croient plus. C'est-à-dire qu'elles disent, oui, ça va, c'est toujours les hommes qui nous représentent. Pourquoi est-ce que des femmes ne pourraient pas nous représenter? Vous pouvez faire ça, vous déclinez ça avec le noir, pourquoi serait-il représenté par un blanc? L'ouvrier, pourquoi serait-il représenté par un cadre, etc. Donc, vous avez des distorsions de classe, vous avez des distorsions, y compris d'origine raciale ou d'origine ethnique, si vous voulez. Vous avez des distorsions de sexe. Toutes ces distorsions s'ajoutant les unes aux autres, on a un décalage qui fait qu'aujourd'hui, presque plus personne ne croit au système représentatif. Vous interrogez les gens, vous leur dites, oui, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, ils ne nous représentent pas, nous, on ne se retrouve pas en eux, c'est la formule, voilà. Donc, le système ne marche plus. Alors, vous me direz,
Bon, ça c'est un constat. Le système représentatif juridique, avec des fictions juridiques, ça ne marche plus. Mais c'est encore officiellement, dans notre Constitution, par exemple, la seule façon d'exprimer le peuple. Le peuple s'exprime dans les élections. Alors, vous me direz, est-ce qu'il faut faire une croix sur le système représentatif ou est-ce qu'il faut essayer de l'amender? Bon. Là, je n'ai pas de réponse. Moi, enfin, j'ai ma réponse personnelle, mais elle ne vous intéresse pas plus que ça. Moi, je pense que le système représentatif doit être complètement reconstruit. Mais certains pensent qu'on peut l'améliorer. Par exemple, vous avez des propositions pour remplacer le mode de scrutin majoritaire par un mode de scrutin de représentation proportionnelle intégrale. Ça compenserait, si vous voulez, le fait que ce soit les partis majoritaires qui décident au nom de tout le monde, alors que les partis minoritaires sont mis à l'écart. Ça serait une amélioration, la représentation proportionnelle intégrale. Vous en avez qui proposent une dose de démocratie directe, par exemple, introduire du référendum. Vous avez vu les primaires, le succès des primaires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la démocratie directe, les gens attendent ça. La droite a été votée, voilà, massivement votée. Les sondeurs qui se trompent souvent prévoyaient 2 millions et il y en a eu le double. Peut-être qu'il y a je suis sûre qu'il y a une demande de démocratie directe dans l'opinion publique et chez le peuple français, par exemple. Mais comment la traduire? Est-ce qu'on peut la traduire par des référendums? Est-ce qu'on peut la traduire par des référendums locaux avec des consultations populaires, mais par exemple dans les villes, dans les villages, etc. Il y a sans doute une réflexion à mener sur quelle dose de démocratie directe on peut introduire dans le système représentatif actuel pour que la notion de peuple, la notion juridique de peuple corresponde davantage à la réalité. Vous voyez, bon, il y a des mécanismes, on peut faire un mandat impératif. Mandat impératif, ça veut dire on donne un ordre précis aux représentants pour qu'ils votent dans telle ou telle façon, ils proposent telle ou telle loi. C'est pas facile à mettre en œuvre, mais ça peut être mis en place. On peut réfléchir sur la révocation, c'est-à-dire on élit un représentant avec un mandat. S'il ne respecte pas le mandat qu'on lui a donné, on le révoque. Il y a toute une série de mesures juridiques qui peuvent être prises. Mais pour ça, il faut bien sûr réformer la Constitution et remettre en place et refonder, je dirais, refonder le régime représentatif tel qu'on le fait marcher aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est un premier problème. La construction du peuple par le droit a marché pendant des siècles, depuis la Révolution française, en gros, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Plus de 2 siècles, ça ne marche plus, donc il faut trouver autre chose. Autrement, on va vers une désaffection. Alors la désaffection, vous la connaissez, je ne veux pas faire de sondage, mais je demanderai aux jeunes qui sont ici combien votent ou combien sont inscrits. On aurait peut-être quelques surprises. Il y a la non-inscription des jeunes sur les listes électorales. Il y a le fait que même quand les gens sont inscrits, ils ne vont pas voter. Une abstention qui est de plus en plus grande. On va arriver au taux des États-Unis qui sont à plus de 50%, par exemple. Bon. Une abstention donc de plus en plus grande. Par quoi le vote blanc, qui n'est pas pris en compte en France, vous le savez, ni le vote blanc ni le vote nul sont pris en compte, mais une revendication de ce que le vote blanc soit pris en compte, parce que c'est un vote qui exprime quelque chose, qui n'exprime pas un choix politique, mais qui exprime un refus du système. Donc, est-ce qu'il faut prendre en compte le vote blanc? Il y a toute une série d'interrogations qui sont mises sur place, si vous voulez, qui sont mises sur la table. Et il faudra bien que rapidement, les représentants, ceux qui vont voter la Constitution ou vont éventuellement la réformer, c'est-à-dire les assemblées de demain, réfléchissent parce que pour le moment, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'on a un système représentatif qui est totalement en crise. Ça se traduit par des partis anti-système qui ont de plus en plus de voix. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous voyez de quoi je veux parler. Dans toute l'Europe, ce n'est pas seulement en France, c'est un mouvement général parce que le système représentatif est en crise dans toute l'Europe. Il a donné lieu à trop d'abus et à ce décalage massif. Quand le droit s'écarte trop du réel, on aboutit à des résultats de ce genre. Donc, voilà le premier constat. Là, on sait à peu près ce que c'est qu'un peuple au niveau juridique, mais ça ne marche plus. C'est-à-dire que pour faire vivre la société, c'est-à-dire le commun, ce qui nous relie, ce qui fait que nous avons envie de vivre ensemble, ça ne marche plus. Alors, deuxième approche, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a justement un trop grand décalage. Alors, il y a ce que j'appelle,
mais c'est épisodique, vous verrez, il y a ce que j'appelle le peuple contre l'État. Enfin, c'est une expression qui n'est peut-être pas très claire, mais ça veut dire qu'il y a des moments où le peuple se révolte. Il y a des révoltes. C'est un problème de révolte et de lutte. Vous savez qu'il y avait un grand philosophe que peut-être les jeunes ne connaissent plus parce qu'il est un peu oublié, qui était Sartre, qui disait « on a raison de se révolter ». On a toujours raison de se révolter, disait-il. Donc, il y a toujours une raison quelconque juste pour se révolter. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des révoltes. Mais ces révoltes, elles ne sont pas uniformes. J'en vois deux catégories, si vous voulez. Il y a les révoltes, comment dirais-je, programmées et périodiques, sur une longue période, qui serait ce que j'appellerais un événement. Hein. Et puis, il y a des révoltes épisodiques. Si on prend la première catégorie de révoltes, les révoltes de longue période, c'était effectivement les révolutions. Bon, je vous renvoie à votre histoire. Bon. Il y a eu des périodes où il y a eu des révolutions, c'est-à-dire que des refus de l'État existant. Le peuple s'est dressé, peut-être pas tout le peuple, mais le problème n'est pas là, on verra. Le peuple s'est dressé contre l'État. Bon. Alors vous avez les révolutions. Pour prendre des exemples plus contemporains, sur le XXe siècle, vous avez en France, pour prendre la France, le Front populaire, hein, la période du Front populaire, la période de mai 68, que certains d'entre vous ont vécu ou connaissent, en tout cas plus récemment, la Libération, hein, et en Corse, par exemple, la période de Pascal Paoli, qui a été une période de révolte contre un État. Ce n'était pas l'État national, c'était un État qui venait de l'étranger, mais qui gérait l'île. C'est une période de révolution. Ce sont des périodes, si vous voulez, ce que j'appelle d'événements. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est quelque chose des faits qui cassent le réel, qui rompent la continuité du réel, qui créent donc une discontinuité et qui font que ce qui était impossible est rendu possible. Parce que ce qui caractérise l'État, j'ai toujours l'habitude de le dire, ce qui caractérise le droit de l'État, c'est l'impossibilité. L'État vous dit toujours c'est impossible. On ne peut pas le faire, on ne peut pas construire ça, on ne peut pas changer ça, on ne peut pas transformer ça, on ne peut pas faire évoluer ça. Donc l'État, c'est de l'impossible pour le droit. Hein. C'est le droit de l'impossible. Et là, vous avez un événement qui se produit, inattendu. En général, c'est des événements qu'on n'attend pas. Regardez mai 68, le Front populaire, après 34, après les événements de 34. Enfin, ce sont des périodes que l'on ne prévoit pas, qui ne sont pas dans la continuité, qui sont donc imprévisibles et qui cassent le rythme historique, le rythme de l'histoire. Et qui le cassent en se dressant contre l'appareil d'État existant. Alors avec des formes, on n'a pas le temps d'en parler, mais enfin tous ceux qui ont fait de l'histoire, et vous en avez tous fait, vous savez bien à quoi ça correspond. On refuse un certain nombre de lois, on refuse quelquefois la Constitution, on remet en cause un certain nombre de principes juridiques. Donc il y a une remise en cause complète, une révolte. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième démarche, c'est pour ça que je l'ai dissocié de la première démarche, c'est que dans la démarche juridique représentative, c'est la loi de la majorité. Je vous l'ai dit, la majorité vaut unanimité. Les minorités sont éliminées. On n'en parle pas. Elles sont devenues inefficaces, inexistantes même. Là, au contraire, qu'est-ce qui se passe? C'est une minorité qui traduit le peuple. Et ça, c'est intéressant. Ce sont des périodes où un philosophe dont on parlait tout à l'heure avec Alain, qui est un très grand philosophe que je conseille aux jeunes de lire, qui s'appelle Gilles Deleuze, appelait les devenirs minoritaires. C'est-à-dire que ce sont des périodes où des minorités s'emparent de la visibilité, si vous voulez, deviennent visibles, des minorités qui n'étaient pas visibles deviennent visibles et imposent une transformation de l'action politique. Donc là, on est dans une démarche minoritaire. C'est très intéressant parce que les minorités incarnent le peuple. Mais, bien entendu, elles l'incarnent pour une période. Ensuite, il y a ce que certains appellent le retour à l'ordre, c'est-à-dire le retour à la normale, si vous voulez. Hein. Il y a quelquefois des séquelles. Le Front populaire a laissé des séquelles. Les grèves générales du Front populaire ou la grève générale de 68, qui, je vous rappelle, a été la plus longue grève générale que la France ait connue, hein, en 1968, ces périodes-là laissent des séquelles, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas arrivées
le peuple minoritaire n'est pas arrivé à transformer la société. Il y a simplement des séquelles. Ça, c'est la première forme, la plus intéressante peut-être des devenir minoritaires. Comment une minorité puissante, organisée, qui se sait minorité, mais qui parle au nom du peuple, peut arriver à changer les données et l'état des choses. Et puis vous avez ce que j'appelle des éléments plus épisodiques, hein, c'est-à-dire bon, des petits faits qui signalent quand même que des minorités s'insurgent contre l'État. Bon, pour prendre 3 exemples comme ça en vrac, l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, une grève de la faim des étudiants corses, de quelques étudiants corses. Vous me direz, c'est quelques étudiants, c'est pas grave, mais c'était quand même significatif de ce que derrière, il y avait une population qui, en silence peut-être, mais soutenait. Donc, vous voyez, une petite minorité peut à un moment ou à un autre exprimer une revendication, une révolte contre l'État. Vous avez Notre-Dame-des-Landes. Vous connaissez l'affaire Notre-Dame-des-Landes qui dure. Bon. Quelques groupes d'écolos s'opposent à une décision de l'État, hein, qui a été votée par référendum, etc. Donc, où est le peuple là? Où est le peuple? Est-ce qu'il est dans le scrutin, le suffrage, dans le système représentatif avec un référendum officiel, tout à fait réglementaire, juridiquement correct? Ou est-ce qu'il est dans de petits groupes qui continuent à s'opposer parce que sans doute derrière, incontestablement derrière, il y a une minorité agissante. Peut-être pas une majorité du peuple, mais une minorité, et le silence du peuple fait qu'ils sont soutenus. Vous pouvez prendre les exemples de grève dans une entreprise. Par exemple, quand il y a une grève, quand un syndicat déclenche une grève dans une entreprise, c'est minoritaire, c'est un événement épisodique, mais quand c'est soutenu par la population, quand il n'y a pas d'opposition, le soutien, ça veut dire il n'y a pas forcément d'opposition. Quand il n'y a pas d'opposition, vous sentez bien que derrière, il y a une volonté populaire qui laisse faire, mais qui soutient. Bon. Regardez les mouvements contre la loi, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, là. El Khomri, j'arrive jamais à me rappeler son nom. Eh bien, c'était une minorité qui s'y opposait. Enfin, une minorité. Il y avait des mouvements dans la population, des mouvements de grève. Mais il n'empêche que quand on faisait un sondage dans l'opinion publique, tous les gens étaient contre la loi. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est très intéressant, mais c'est beaucoup plus difficile à analyser parce que c'est vrai que c'est l'expression temporaire d'une volonté populaire, mais éclatée, épisodique. Et alors là se pose un problème qui est le suivant, qui est une interrogation lourde, si vous voulez. Quelle suite à donner? Quelle suite à donner? Comment on donne suite? Comment un peuple qui s'exprime comme ça, de façon épisodique, par des mouvements, par des grèves de la faim, par des grèves, je ne parle pas des grèves générales où là c'est vraiment la majorité ou une forte minorité, mais par des grèves dans des entreprises qui s'expriment. Par exemple, vous avez eu il y a quelques semaines ce qu'on a appelé le mouvement Debout, hein, qui était du sitting en fait, place de la République à Paris. Vous avez eu pendant un temps aussi des mouvements, ceux d'entre vous qui ont suivi ça, devant l'hôtel de ville à Paris, il y a eu des gens qui ont fait une ronde. Ça s'appelait la ronde des obstinés. Ce sont tous des mouvements qui traduisent, si vous voulez, une expression de révolte, de refus de décision de l'État, minoritaire certes, mais avec derrière une sorte de consensus populaire, d'accord populaire, même si, encore une fois, la population ne s'exprime pas de façon ouverte. Mais il y a des moments où le silence vaut approbation, vous le savez. Bon. Donc, comment donner suite? C'est là qu'on bute sur quelque chose de difficile. Comment ce peuple qui s'exprime de façon épisodique, partielle, et fragmentaire, comment est-ce que ça peut avoir une suite par rapport à l'État? Pour le moment, vous le voyez bien, il n'y a pas de suite. Pourquoi il n'y a pas de suite? Parce que derrière, il n'y a plus de corps intermédiaires. La société française a été construite au début, au 19e siècle et au début du 20e siècle sur 2 piliers, je dirais. Hein. Un certain nombre d'objets politiques, comment pourrais-je dire, d'objets politiques forts, cohérents et fermés. Hein. Exemple, la classe.
Avant, on savait ce que c'était qu'une classe. On appartenait à une classe ou à une autre. Bon. Le concept de classe était un concept fort dans la société française. Ou le concept de nation, pareil, qui était un concept puissant. On savait à peu près, quand on parlait de la nation française, on voyait à peu près ce que ça recouvrait. Donc vous aviez, ou même à une certaine époque, bon, le concept d'État qui pouvait fonctionner de façon globale et fermée. Aujourd'hui, tous ces concepts-là ont éclaté. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'une classe, on ne sait plus vous demandez aux gens à quelle classe ils appartiennent, ils ne savent plus. C'est pareil, vous demandez à la nation qu'est-ce que c'est qu'une nation, comment peut-on se rattacher à une nation, pourquoi est-ce qu'on se rattache à une nation, les analyses sont éclatées. Donc, ce premier pilier qui était des concepts puissants, forts, a éclaté. Le deuxième pilier, c'était des corps intermédiaires puissants. C'était les partis politiques et les syndicats. Et il y avait donc, quand il y avait, regardez mai 68, on a commencé déjà à voir se fragmenter la position, puisque les partis politiques n'ont pas tous suivi le mouvement de mai 68. Donc, mais il y avait quand même des partis politiques qui pouvaient relayer. Aujourd'hui, le relais de ces révoltes par les partis politiques n'existe plus. Puisque les partis politiques, je prends l'exemple français, mais vous pouvez prendre tous les exemples européens, vous voyez même l'exemple des États-Unis récemment, les partis politiques traditionnels sont désavoués. Et il y a des figures inattendues qui émergent, qui ne sont pas prévues par les institutions partisanes. Donc les institutions partisanes sont incapables de faire le relais pour aller vers l'État, si vous voulez, pour transférer ces révoltes vers l'État, puisque ce sont des oppositions à l'État, pour dire, bon, ben, là, on est contre ça, donc voilà, on veut une conséquence. C'est pour ça que, regardez le mouvement, c'est très intéressant. Regardez le mouvement Debout, par exemple, où je ne sais pas si certains de vous ont suivi dans la presse, mais il y avait des revendications. Dans le mouvement Debout, pendant 3 semaines, il y a eu un genre de cahier de doléances qui a circulé avec des revendications très, très précises. On veut ceci, on veut cela, on veut cela. Qu'est-ce que ça a donné? Rien, pour le moment. Parce qu'il n'y a pas eu de relais, il n'y a plus de corps intermédiaire. Les syndicats sont ce que vous savez, vous les connaissez, vous les voyez bien. Bon. Les partis politiques sont ce que vous savez, c'est-à-dire que quels sont les corps intermédiaires? Donc il faut, les associations, ce n'est pas leur boulot, hein, elles font autre chose, mais elles sont dans la société civile, mais elles ne sont pas chargées de faire le lien entre la société civile et l'État. Donc il n'y a plus de corps intermédiaires. Donc tant que, si vous voulez, pour le moment, les corps intermédiaires, sous des formes ou sous une autre, ça, c'est l'histoire qui le dira, ne sont pas reconstruits, les revendications du peuple de ce type, les revendications épisodiques, ponctuelles, si vous s'adressant à tel ou tel problème bien précis, ne seront pas relayées au niveau de l'État. Donc, pour le moment, le mouvement des révoltes existe, les mouvements minoritaires, si vous voulez, existent, on les voit même peut-être parfois se multiplier, mais le problème, c'est le lien avec comment introduire ça dans l'appareillage de l'État, de façon à ce que cet appareil d'État, ces appareils d'État se transforment, disent oui ou non, mais disent quelque chose. Pour le moment, vous voyez bien, vous avez vu les mouvements contre la loi, ça s'est traduit par quantité d'opposition sur le territoire français, et puis la loi a continué son petit bonhomme de chemin, elle a été votée, et si ça continue, elle va être appliquée. Voyez. Donc là, il y a un vrai creux, il y a un vrai vide. Alors c'est d'autant plus... Vous voyez, le vide en politique, il est d'autant plus intéressant que nous sommes dans une société... Enfin, dans une société, on peut dire dans une société et dans un État qui repose sur du vide, si vous voulez. Pendant des siècles, les États ont reposé sur du transcendantal. Hein. Dieu... Ça pouvait être Dieu, ça pouvait être les mythes, hein, ça pouvait être les États socialistes, c'était sur le progrès indéfini. Hein, les marxistes, on croyait au progrès indéfini. Bon, c'était du transcendantal, si vous voulez, qui tenait l'État. Aujourd'hui, ce transcendantal n'existe plus. L'État, les démocraties occidentales, c'est-à-dire la française, je ne parle pas des pays où il y a une religion comme religion d'État, donc je parle des pays, disons, occidentaux, à la mode occidentale européenne, et même les Américains votent, le
Le président des États-Unis vote sur la Bible quand même. Hein. Il prête serment sur la Bible. Mais bon, c'est quand même une référence, mais une référence un peu diluée. Mais en tout cas, dans notre pays, nous, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de système transcendantal. Donc, la démocratie telle que nous la faisons, c'est-à-dire avec a priori une représentation du peuple et une expression du peuple, pas seulement une représentation, mais une expression du peuple, elle repose sur du vide. Elle repose sur du vide, sur rien. Elle est obligée de se construire elle-même. Et c'est pour ça que c'est difficile, si vous voulez, parce qu'il faut construire une démocratie à partir de rien. Alors, si votre système représentatif marche, ce qui était le cas jusqu'à il y a une quarantaine d'années, c'est bon. Le système représentatif fait fonctionner la démocratie. Si votre système représentatif ne marche plus, il faut vous adresser à quoi, hein? Alors, les révoltes sporadiques, elles existent parce qu'il y a une prise de conscience populaire qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a une volonté de transformer les choses, de ne pas rester dans le statu quo. Mais ça débouche sur quoi? Ça débouche sur aucune structure, parce que les institutions, si vous voulez, ne sont portées par rien, que par elles-mêmes. D'où la très grande difficulté d'aboutir à un débouché politique des révoltes. Alors, le troisième point, la troisième démarche, c'est au fond, voilà. Et ça, c'est plus une interrogation, si vous voulez, qu'une réponse. C'est, est-ce qu'on peut construire un peuple en dehors de l'État? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il est utopique ou il est envisageable de construire un peuple en dehors de l'État? Alors là, il y a un certain nombre de questions qui sont intéressantes, si vous voulez. Première question, j'en parle parce que je ne voudrais pas l'oublier, et je pense que ça intéresse un certain nombre de gens ici. Est-ce qu'on peut appartenir à deux peuples? Certains vous diront non. Les indépendantistes corses vous disent non. Hein, on appartiendra au peuple corse, on n'a plus à appartenir au peuple français. Jean-Guy Talamone a parlé de peuple ami, je crois. Enfin, c'était peut-être pas peuple, mais il employait pays ami. Bon, enfin, ça voulait dire la même chose, peuple ami. Donc là, il y a une vraie question, si vous voulez. Une vraie question. Moi, je vais vous donner ma réponse, mais c'est une réponse qui n'est pas une réponse scientifique, encore une fois. Hein, c'est une réponse politique. Je crois personnellement qu'on peut appartenir à deux peuples. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a deux façons d'adhérer à un peuple. Vous avez ce que j'appelle l'appartenance originelle. Je dirais par les parents, la filiation, le sang, enfin appelez ça comme vous voulez. Hein. Bon. Ce que j'appelle, moi, le peuple maternel. Nous avons tous un peuple maternel. À moins d'avoir un père et une mère qui n'appartiennent pas au même peuple, auquel cas on a deux peuples maternels, mais si ils appartiennent au même peuple, on a un peuple maternel. Donc le peuple maternel, on y appartient spontanément à travers quoi? Pas forcément à travers une langue, pas forcément à travers un territoire, mais à travers comment dirais-je, une culture au sens large du terme. C'est-à-dire, on nous a transmis, les parents nous ont transmis quelque chose qui est de l'ordre de ce peuple, que l'on vit spontanément, que l'on vit normalement, sans interrogation, si vous voulez. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'appartenance. Tout individu a une appartenance à un peuple. Mais on peut choisir aussi, si vous voulez, ce que j'appelle, moi, la filiation à un peuple. Et là, comment on s'affilie? Là, on en parlait tout à l'heure avec Alain Dimel, il y a un concept qui a été intéressant en Corse, que les nationalistes ont mis en œuvre, enfin vont mettre en œuvre, je suppose, en tout cas, dont ils ont parlé, qui est le concept de communauté de destin. Bon. C'est un concept intéressant, mais c'est un concept ambigu, à mon avis. Parce que comment on arrive à une communauté de destin? On peut y arriver de deux façons. On peut y arriver par l'avoir ou par l'être. Je m'explique. On peut y arriver, la communauté de destin, on peut y arriver par la propriété. On réside, c'est le statut de résident, on réside dans un lieu, mais on ne peut acquérir, par exemple, une propriété, n'être propriétaire du sol, qu'au bout d'un certain nombre de conditions, etc. Donc, on accède au peuple, hein, on entre dans le peuple à titre individuel, qu'on y entre par le bien, la propriété.
À mon avis, il y a une autre façon d'y entrer, mais qui est plus délicate, c'est pour ça que je pense qu'elle n'a pas été encore tellement travaillée, c'est on y accède par l'être, c'est-à-dire on y accède par son comportement. Moi, je pense qu'on peut accéder à un peuple sans être propriétaire, parce qu'après tout, les propriétaires, c'est inégalitaire. Hein. On peut être propriétaire et riche, ou on peut être non propriétaire et pauvre. Alors à ce moment-là, comment on accède à un peuple si on n'a pas, si la seule voie d'entrée, c'est la propriété? Il faut qu'il y ait une autre voie d'entrée. Même si la voie d'entrée par la propriété subsiste, il faut qu'il y ait une voie d'entrée par l'être, c'est-à-dire par le comportement. Moi, je pense, si vous voulez, mais je suis marxiste, donc ça ne vous étonnera pas, je pense qu'on entre dans un peuple par le travail. C'est en créant de la plus-value que l'on entre dans un peuple. Et moi, je considère que le territoire, quand on parle d'un territoire, il y a toujours deux connotations. On a tendance à oublier la seconde. La première connotation, c'est de dire un territoire, c'est une accumulation de propriété privée. On divise le territoire en propriété privée, en propriétaires. Il y a des propriétaires plus ou moins grands, mais enfin, tout le monde est propriétaire. En tout cas, la propriété, la France, par exemple, est divisée en propriétés. Il y a le domaine public, que vous connaissez, puis tout le reste, c'est du domaine privé. C'est-à-dire, on peut tout acquérir en France. Pratiquement, on peut acheter tout ce qu'on veut. Bon. Mais il y a aussi une autre conception du territoire, qui est que le territoire, c'est au fond un patrimoine commun d'un peuple. Si on considère que le territoire, dans sa globalité, est le patrimoine commun d'un peuple, à ce moment-là, on entre dans le peuple par le travail qu'on fait sur le territoire, c'est-à-dire par la plus-value qu'on apporte au territoire. Le fait d'apporter un travail, si vous voulez, d'apporter sa force de travail, dans un peuple fait que vous devez pouvoir entrer dans ce peuple. Mais vous voyez, ce sont des opérations un peu difficiles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une donnée qui entre en jeu, là, qui est le temps. On n'entre pas dans un peuple par une donnée juridique, par un bout de papier. C'est pas comme ça qu'on entre dans un peuple. On entre dans un peuple dans la durée. Et le temps d'un peuple, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'un peuple habite son temps? Parce qu'un peuple, ça habite une temporalité. Comment est-ce qu'il y habite? Il y habite au fond de deux façons. Vous avez une façon mémoriale, coutumière, je dirais. Un peuple habite son temps de façon coutumière. La culture traditionnelle, les ancêtres, le fait qu'on a toujours été là, qu'on a des pratiques communes, etc. Bon. Ça, c'est plutôt le temps du passé, si vous voulez, le temps continu, oral. L'oralité, on pénètre dans un peuple par l'oralité aussi. Et en même temps, on entre dans un peuple par un projet, c'est-à-dire qu'un peuple se situe dans le temps de façon, comment dirais-je, programmatique, prospective, prométhéenne. Il y a une connotation prométhéenne au temps populaire. Si un peuple n'a pas de projet dans le futur, il n'y a pas de peuple. Je pense qu'un peuple ne se construit pas sans projet collectif. Donc il faut laisser, pour qu'il y ait un accès au peuple, il faut travailler dans la durée. Ce qui évidemment est très difficile pour les politiques, parce que les politiques, ils se situent soit dans l'instantanéité, soit dans la courte durée, mais ils ne se situent pas dans la longue durée. Or, un peuple se construit dans la longue durée. Donc, si vous voulez, pour essayer d'introduire la troisième partie, ce que je voudrais vous dire, c'est que la construction d'un peuple, elle doit se faire. C'est une construction qui ne peut pas être exclusivement juridique, ni exclusivement par les luttes. Elle doit se faire, ça doit être une construction politique qui se fait dans la durée. Et là, évidemment, ça soulève un certain nombre de problèmes. Je dirais que dans cette durée, si on veut réfléchir à comment se construit un peuple dans la durée, il se construit à partir de deux branches de réflexion, enfin de deux éléments de réflexion, des concepts d'un côté et puis des affects de l'autre. Des concepts, un peuple, on peut essayer de le conceptualiser. C'est pas facile, encore une fois, mais on peut essayer de le conceptualiser à travers trois notions que vous connaissez bien, liberté, égalité, fraternité. Je ne reprendrai pas la notion de fraternité, je pense plutôt qu'il vaut mieux la remplacer par une notion de solidarité, mais bon, peu importe. La notion fondamentale, fondatrice d'un peuple, c'est l'égalité. S'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de peuple. Mais attention, il y a égalité.
Si l'égalité, ça consiste dans l'uniformité, l'identité, sans altérité, la ressemblance, alors à ce moment-là, il n'y a pas de peuple. Pour qu'il y ait vraiment un peuple, il faut qu'on y introduise, si vous voulez, dans cette égalité, de l'hétérogénéité. Donc, il faut y introduire de la différence. Et c'est évidemment la notion de différence qui est la plus difficile à cerner aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une différence ? Jusqu'où on va dans la différence ? Il y a moi et les autres, il y a nous et les autres, il y a nous autres, et puis il y a ceux qui sont extérieurs aux autres, il y a nos voisins et nous. Vous voyez comment les frontières d'un peuple sont des frontières mouvantes, sont des frontières qui ne sont pas certaines. Ce n'est pas des frontières juridiques, hein. Ce n'est pas les frontières d'un territoire. Un territoire a des frontières fixes, un peuple a des frontières fluides, évolutives, mouvantes. Donc, à un moment, il peut y avoir certains éléments dans un peuple qui le quittent, qui s'en aillent. Donc, cette notion de frontière évolutive est une notion très importante pour construire la notion d'égalité. Nous devons être égaux mais différents. Jusqu'où vont les différences ? Point d'interrogation. Jusqu'où admettons les différences ? Dans une société où vous avez à la fois du même et de l'autre, hein, donc de l'identique et de l'altérité, de l'identité et de l'altérité, comment on bâtit ça ? Comment on bâtit quelque chose qui fait un peuple quand il y a de l'identité et de l'altérité ? Si vous éliminez l'altérité, vous éliminez le peuple. Alors à ce moment-là, vous avez une foule, vous avez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas un peuple. Hein. Un peuple, c'est quelque chose qui se construit à partir de l'identité et de l'altérité. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, ce n'est pas une donnée mathématique, ce n'est pas une donnée physique, c'est une donnée sociale, sociologique, politique, donc évolutive. Donc l'égalité, elle est fondamentale. Quand il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de peuple. Les peuples opprimés ne sont pas des peuples libres, donc ne sont pas des peuples. Et la première expression du peuple opprimé, c'est de se libérer de son oppression. C'est pour ça que le droit fondamental du peuple, c'est le droit à disposer de lui-même. Quand un peuple n'a pas le droit à disposer de lui-même, il n'existe pas comme peuple. Un peuple n'existe qu'à partir du moment où il peut exercer son droit à disposer de lui-même. On peut appeler ça autonomie, si vous voulez, appelons ça. Bon, les termes, après, importent peu. L'idée, c'est qu'on est maître de son destin. Voilà. On maîtrise complètement son destin. Et pas l'État, c'est le peuple. Alors ça, c'est exprimé, par exemple, par des luttes de libération nationale. Enfin, vous connaissez tous l'histoire de tous les peuples opprimés qui cherchent à se libérer par des moyens qui peuvent être très variés. Il n'y a pas de vade-mecum, si vous voulez. Il n'y a pas de mode d'emploi des moyens. Hein. Mais il y a un principe fondamental qui est que, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le peuple a disposé de lui-même, il construit son égalité interne, si vous voulez. Il construit ce qui fait la confrontation, la conjonction, le côtoiement, si vous voulez, du même et de l'autre. Hein. Bon. Deuxièmement, il n'y a pas de peuple sans liberté. Et là, les juristes connaissent, si vous voulez, ce que c'est que la liberté. Pas seulement la liberté individuelle, mais les libertés collectives. Hein. Si vous n'avez pas dans un peuple de liberté collective, vous n'avez pas de peuple. Vous avez une population opprimée, une population qui est sous la tutelle d'un État. Mais vous n'avez pas de peuple. Pour qu'un peuple puisse exister, il faut qu'il puisse exercer des libertés collectives. Alors, bien sûr, des libertés individuelles, la liberté de penser, la liberté religieuse, la liberté d'écrire, enfin, toutes les libertés que vous connaissez. Mais les libertés collectives aussi, et notamment les libertés de s'exprimer collectivement. Et ça implique, si vous voulez, quelque chose sur lequel, à mon avis, les politiques devraient un peu réfléchir aujourd'hui, qui est l'espace public collectif. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où l'espace public se réduit. Il y a de moins en moins d'espace public. Hein. Alors, vous voyez, vous me direz, il y a les places, il y a les manifestations dans les rues, il y a bon... Mais ce n'est pas des espaces qui sont destinés à l'expression populaire. Hein. La rue, c'est destiné aux voitures et à la circulation. Les places, c'est pareil. Il y a de moins en moins d'espaces qui sont prédestinés à ce que le peuple puisse s'exprimer collectivement. Vous voyez, les agoras. Avant, à l'époque des Grecs, on appelait ça les agoras. C'est-à-dire des espaces destinés à l'expression collective et publique d'un peuple. Or, il n'y a pas de liberté collective s'il n'y a pas d'espace collectif.
Les libertés collectives ne peuvent pas s'exprimer à partir du moment où tout est privatisé. Et comme nous sommes dans une société qui privatise absolument tout, hein, ou qui a tendance, si vous voulez, à tout privatiser, les espaces collectifs sont réduits, donc les expressions, les libertés collectives se réduisent d'autant. Hein, c'est compréhensible. Le troisième élément constitutif du concept de peuple, à mon avis, c'est le concept de solidarité. Alors, je ne prends pas de fraternité, parce que fraternité, ça a une connotation boy scout qui me paraît pas déplacée. Bon, mais enfin, vous savez que c'est la devise de la France. Je pense qu'il faut plutôt parler de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité? Ça veut dire, avant tout, qu'il y a un seuil. Il y a un seuil qu'il faut permettre aux gens de franchir. C'est-à-dire que nous sommes un peuple, mais les autres doivent pouvoir venir. Donc la solidarité, c'est un seuil qu'on peut franchir comme le pas d'une porte ouverte, si vous voulez. Ce n'est pas une porte fermée, c'est une porte ouverte. C'est donc l'hospitalité. En Corse, on connaît bien ça. Hein. Vous savez qu'il y a toute une analyse de la tradition corse sur le seuil de la maison. Qu'est-ce que c'est que le seuil d'une maison, hein? C'est quelque chose que l'on peut franchir, mais que l'on ne franchit pas avec ce qu'on était à l'extérieur, que l'on franchit avec les règles de l'intérieur. Hein. Le chasseur, quand il pénètre dans une maison, il laisse son fusil dehors et il pénètre sans fusil. C'est-à-dire qu'il se transforme de chasseur en hôte. Donc il y a tout ce passage du seuil qui est intéressant parce qu'il montre une transformation, mais en même temps une fluidité, si vous voulez. Donc la solidarité, ça veut dire du fluide, ça veut dire des flux, ça veut dire des passages. Donc toutes les politiques qui croient qu'on va fermer les frontières sont des politiques irréalistes. On ne peut pas construire des peuples en fermant les frontières. Fermer les frontières, ça veut dire détruire les peuples de l'intérieur, pas seulement les peuples qui ne peuvent pas rentrer, mais les peuples de l'intérieur. Et ceux qui veulent fermer les frontières devraient bien réfléchir à ça, avant de dire on va faire des frontières closes et on va contrôler tous ceux qui viennent. D'abord, c'est quelque chose d'irréalisable, mais en plus, c'est quelque chose de destructeur sur le plan de la collectivité. Parce qu'un peuple, c'est nous, et nous, c'est avec les autres. Ce n'est pas forcément les autres chez nous, mais c'est nous avec les autres. Et c'est ce mot, si vous voulez, avec qui est important, parce que ça veut dire qu'avec les autres, c'est aussi par les autres. Donc un peuple se construit avec les autres peuples et par les autres peuples. Donc le concept de solidarité, à mon avis, c'est un concept extrêmement important sur lequel les politiques feraient bien de travailler avant de prendre des mesures autoritaires sur on va empêcher les gens de faire ceci, on va empêcher les gens de faire cela, notamment les peuples voisins. Donc il y a trois éléments qui me paraissent importants. Mais aujourd'hui, on est donc en présence d'une volonté de reconstruire un peuple quand même, de reconstruire les peuples. On voit bien, les repères ont disparu, les repères solides du passé ont disparu. Donc, il faut essayer de repenser le peuple. Alors, moi, j'ai deux mots qui me paraissent, sur lesquels il faudrait peut-être travailler, mais qui me paraissent signifier l'ambiguïté de la situation actuelle. Aujourd'hui, un peuple, ce n'est plus simplement du collectif ou simplement de l'individuel, c'est ce que j'appelle du singulier collectif. C'est-à-dire qu'on construit un peuple avec le collectif, mais en tenant compte du singulier. C'est ce que j'appelle les affects, si vous voulez. Hein. Un peuple se construit avec des concepts et des affects. Qu'est-ce que c'est qu'un affect ? Vous savez ce que c'est qu'un affect ? Quand vous êtes amoureux, vous savez ce que c'est qu'être amoureux. Bon, vous ne pouvez peut-être pas le définir scientifiquement et mathématiquement, mais vous ne vous trompez pas. Vous savez que vous êtes amoureux. Bon. Et quand vous appartenez à un peuple, c'est pareil. Vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a une donnée affective qui est extrêmement importante. Les affects sont très importants dans la construction d'un peuple. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que justement, ils sont plus importants qu'avant, parce qu'avant, on vous disait, vous appartenez au peuple français. Moi, je suis née, on m'a dit, t'es française. Bon. Donc, t'es française, t'appartiens à la nation française, donc tu appartiens au peuple français. C'était pas remis en cause, vous voyez ? Aujourd'hui, on remet en cause l'appartenance populaire. Les gens disent, ah, mais attends, pourquoi est-ce que j'appartiendrais à tel peuple plutôt qu'à tel autre ? Moi, je veux appartenir à tel peuple. Picasso, par exemple. Prenons le cas de Picasso. Picasso était espagnol, vous savez, d'origine. Bon. Il a quitté l'Espagne. Il n'est plus revenu en Espagne à cause du franquisme. Et au moment de Vichy, il a demandé la nationalité française. Le gouvernement de Vichy, toujours intelligent, lui a refusé. Donc il a dit, bon, on m'a refusé une fois, je ne redemanderai plus. Donc cet homme a été, jusqu'à sa mort, espagnol. Mais il était français. Il s'est senti français. Il a vécu en France. Il a fait donation
d'œuvre à la France. Il était français. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'affect. C'est-à-dire, juridiquement, il n'était pas français, il n'a jamais voté, il a été considéré comme un étranger. Il aurait pu, s'il avait été juif, il aurait d'ailleurs été sans doute envoyé dans les camps de concentration. Heureusement pour lui, il n'était pas juif, mais non, il s'est contenté d'être espagnol et il est resté en France pendant la guerre. Voilà. Donc, l'affect, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'a plus de repères solides, hein, bon, ça, vous l'avez compris, on a perdu tous les repères solides. Les affects sont importants. C'est ce que j'appelle, moi, un style. Je crois que chaque peuple a un style. Alors, je vais caricaturer, si vous voulez, mais on reconnaît les gens, on reconnaît un peuple. On reconnaît quelqu'un d'un peuple. On le reconnaît. Bon, on pourrait détailler. Il y a des gestes, il y a une culture, une façon de parler, une façon de marcher même, une façon de vivre en commun. Donc, ce style-là, il faut le prendre en considération. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour prendre en considération un peuple, on ne peut pas se contenter du collectif. Il faut s'intéresser aussi à l'individuel et au comportement individuel. Donc, moi, ce que je veux dire, simplement, c'est que on ne peut pas... je vais essayer de m'expliquer clairement, parce que c'est un peu compliqué, c'est même un peu confus dans ma pensée, mais on ne peut pas appartenir à un peuple, faire partie d'un peuple politiquement, si l'on n'est pas soi-même un sujet politique. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire, si vous n'avez pas en vous-même la volonté, la liberté d'être un sujet politique, de ne pas être quelqu'un qui rampe, si vous voulez, hein, un mollusque qui est toujours... qui dit toujours oui et qui ne s'affirme pas. Si vous n'avez pas une affirmation en tant que sujet politique indépendant, individuel, vous ne pouvez pas faire partie d'un peuple. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, la donnée nouvelle, c'est ça. C'est qu'on ne peut plus avoir cette vision hiérarchique, autoritaire, du haut vers le bas d'un peuple, en disant un peuple, c'est ça, vous appartenez ou vous n'appartenez pas à un peuple, le peuple dit que, le peuple fait que, etc. Il y a eu un tel brassage de la situation, un tel brassage historique, de tels bouleversements dans les sociétés que pour que les peuples se construisent. Et moi, je crois qu'un peuple, encore une fois, se construit politiquement et dans la durée. Hein, mais qu'il doit se construire, mais qu'il lui faut du temps. Mais je pense qu'un peuple ne se construit pas s'il n'y a pas derrière la volonté individuelle de chacun des membres du peuple, chacun des éléments du peuple, chaque individu qui se sent appartenir à ce peuple, de se construire aussi en tant que sujet individuel. C'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer de réfléchir à une opposition qui me paraît dépassée entre l'individualisme et le collectivisme, si vous voulez. Je pense que l'opposition collectif-individuelle, on doit la dépasser par des réflexions qui sont des réflexions où il y a le et entre deux, si vous voulez. Il faut à la fois avoir une réflexion de type individuel et de type collectif. Et les jeunes sont bien conscients de ça, si vous voulez, parce qu'ils ont beaucoup plus, la jeunesse notamment contemporaine, occidentale et je dirais française et corse, me semble-t-il, a un comportement dans lequel l'individualisme s'exprime beaucoup plus. Moi, ma génération était une génération, enfin à gauche en tout cas, collectiviste. Bon, ça a disparu et on a eu le tort, si vous voulez, d'opposer l'individuel et le collectif. Ça a coûté très cher. Ça a coûté très cher aux pays socialistes, ça. C'était une erreur théorique. Mais il faut aussi qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur comment faire qu'un peuple ait son style particulier en menant de front une réflexion sur l'individuel et sur le collectif. Voilà. Je crois que je vous ai dit à peu près... Enfin, je n'ai pas tout dit, mais pas mal de choses à laquelle je tenais. Simplement pour conclure, parce que je pense que il est temps de conclure, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui est le suivant. D'abord, vous savez, moi j'ai vécu longtemps en Afrique, j'aime beaucoup l'Afrique. Si j'appartiens peut-être à un peuple supplémentaire, au peuple corse, au peuple français, et avant d'appartenir au peuple du monde, parce que je suis internationaliste, c'est le peuple africain. Je crois que je suis plus africaine que je ne suis française. Eh bien, les Africains disent ceci: ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est la corde qui est trop courte. Voilà, je vous remercie. Non, ça va. Ça va comme temps. Ça te va comme temps. Allez.
Merci. Oui, c'est impeccable. C'est impeccable et vraiment, tu nous as régalé. Et je crois que, bah, notamment sur la troisième partie, il y a pas mal de questions qui vont surgir du public. Merci pour cette synthèse sur les trois aspects que tu as développés. L'aspect plus juridique, plus direct, qu'on connaissait déjà par pratique, mais ensuite toute la spéculation qui est venue de la minorité, des révolutions, puis ensuite de la difficulté à imaginer aujourd'hui, qui nous rend parfois un petit peu schizophrènes ici en Corse, à savoir est-ce qu'on peut appartenir à deux peuples en même temps. Tu as répondu que oui, certains pensent peut-être que non. Moi, je pense comme toi, voilà. Et puis bon, après, assumer toute la, comment dirais-je, toute la subjectivité et l'ancrage engagé que peut avoir cette approche-là. Tu as revendiqué une essence marxiste. Elle peut être autre aussi, et sûrement qu'on aura à l'investiguer ici aussi. Voilà, donc la parole est à vous, on peut ouvrir le débat, et comme d'habitude, la première question viendra... voilà, allez-y, monsieur. Ça va venir, ça va venir. Notion de peuple, je ne sais plus qui est-ce qui disait, le peuple ne meurt jamais. Alors, cette puissance du peuple, en quelque sorte, si le mot est adapté, à savoir que le général de Gaulle, qui a fait face au peuple, notamment en mai 1968, disait, en substance, l'ambition individuelle est une passion enfantine. Alors, ne faisait-il pas allusion à la notion de peuple, en quelque sorte? Justement, c'est une question que je voudrais vous poser. Et puis, sur le peuple aussi, qu'est-ce qu'une démocratie? Une démocratie est une forme de gouvernement dont l'autorité émane du peuple. Alors, si les représentants ne sont pas à la hauteur de représenter ce peuple, c'est quand même... ça risque de poser des problèmes, en quelque sorte. Alors, deux questions en une, si tu veux répondre, Francine. Ou si vous voulez, l'idée qu'un peuple ne puisse pas mourir, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Hein. Je pense qu'il y a des peuples qui sont morts dans l'histoire et qu'il y en a d'autres, il y en a qui sont nés. Donc l'idée de l'éternité du peuple, je ne crois pas. L'idée qu'il y ait une essence, voyez, que le peuple soit une essence, à partir du moment où on fait un groupe, on fait un peuple, je n'y crois pas. Bon, ça peut être une position théorique de départ, mais moi je n'y crois pas. Je pense qu'un peuple, c'est une construction politique qui peut se déconstruire. Hein. Je ne suis pas sûre, si vous voulez, que si on continue à mener la politique aujourd'hui par rapport à la Palestine, il y a un peuple palestinien dans quelques années, par exemple. Hein. Je pense qu'un peuple, ça peut se détruire. On peut détruire un peuple. Bon. Et qu'il faut un certain nombre de conditions. Alors, sur l'individuel et sur le collectif, moi je crois que l'erreur des marxistes notamment, si vous voulez, pendant très longtemps, il y a eu des points d'appui pour construire la démocratie. Vous parlez de la démocratie représentative. Bon, le point d'appui de la démocratie représentative, ça a été justement l'idée que c'est la séparation qui fait la démocratie. Au fond, la démocratie représentative, elle a reposé là-dessus, sur l'idée qu'on, si on sépare les électeurs des élus, on peut faire fonctionner un régime démocratique. Cette idée de séparation, elle est quand même fortement remise en cause aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le système représentatif branle, si vous voulez. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut qu'il y ait quasiment une superposition. Le communautarisme, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'idée qu'on fait une superposition complète entre celui qui est à la base et celui qui va exprimer la volonté de la base. C'est excessif dans le communautarisme, mais ça signifie quand même que le régime représentatif traditionnel, la démocratie représentative telle que nous l'avons fait fonctionner depuis des siècles, elle est remise en cause, et que cette notion de séparation, elle ne marche plus. Pourquoi elle ne marche plus? Je crois parce que quand la distance est trop grande, si vous voulez, votre voisin, vous le connaissez, le peuple voisin, vous le connaissez. Mais quand vous avez une trop grande distance, si vous voulez, entre celui qui parle en votre nom et vous le contestez. Vous voyez bien aujourd'hui, d'ailleurs, vous n'avez qu'à entendre dans la rue, les gens parler, ils disent bon,
On ne sait pas ce qu'ils font, on ne les connaît pas. Je ne parle pas de la Corse, je ne parle pas de la classe politique corse qui est à part parce que c'est local. Mais si vous voulez, la classe politique nationale, les gens ne connaissent plus et ne se retrouvent pas en eux. Bon. Donc je crois que l'erreur du système représentatif, ça a été de jouer sur cette séparation. L'erreur du marxisme, en tout cas du marxisme tel qu'il a fonctionné, dans la réalité des pays socialistes, ça a été de dire on va trouver un point d'appui et un seul, le prolétariat. Donc il va y avoir un peuple qui va se souder autour du prolétariat. Rien ne comptera autre que l'addition de tous autour du prolétariat. C'est le prolétariat qui a raison et il s'exprimera au nom de tout le peuple. Et tout le peuple devra dire la même chose que ceux qui représentent le prolétariat. Le parti unique, si vous voulez, c'est ça. Ça a été une erreur. La preuve, ils l'ont payé politiquement et historiquement. Donc ce point d'appui-là ne marche plus. Le point d'appui du régime représentatif ne marche plus. Le point d'appui, disons, du regroupement autour d'un seul concept, le prolétariat, ne marche plus. Donc il faut essayer de trouver autre chose, il faut inventer autre chose. C'est pour ça que je pense que l'invention d'un peuple démocratique, mais vivant, moi il me semble qu'un peuple vivant, c'est un peuple qui change, si vous voulez, qui évolue. Ça peut être de réfléchir à nouveau sur ce qu'on met en commun. Qu'est-ce qu'on met en commun quand on fait un peuple? On met en commun une collectivité, du collectif, mais aussi des individus. Et c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif, à mon avis, sur lequel il faudrait réfléchir. Donc je pense que l'opposition qui a été faite traditionnellement, vous êtes des individualistes, ou on était d'un côté du collectif, on était du côté de l'individuel. Les individualistes étaient des anarchistes. Vous savez, j'ai été longtemps au PC, je peux vous dire que les anarchistes, ils étaient considérés au PC comme des fous furieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces individualistes? Ils n'acceptent pas la règle commune, ils n'acceptent pas le principe majoritaire, etc. C'était une erreur théorique. Je pense que l'anarchisme, un marxisme intelligent doit être anarchisant, à mon avis. Bon, ça, c'est une position. Vous voyez, comme quoi je pense qu'il faut réfléchir sur l'individualisme, l'individu. Et les jeunes, je pense que les jeunes sont plus intelligents que nous là-dessus. Peut-être parce que c'est les réseaux sociaux, peut-être parce que les réseaux sociaux, c'est individualiste quand même. C'est une demande individuelle, le réseau social. C'est une demande purement individuelle. Il n'y a pas d'offre derrière. C'est vraiment la loi de la demande. Donc peut-être qu'à partir de là, ils pourront construire un peuple. Parce qu'il ne s'agit pas de construire une population, il faut construire un peuple. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, c'est cette notion d'individuel et de collectif. Voilà. Oui, je pense que vous avez répondu. On ne va pas instaurer de dialogue, on va essayer de... Il faut donner la parole aux autres. Merci. Albertini. Oui, peut-être vais-je me tromper, mais je trouve que le contenu de votre exposé se trouve très riche, clair, débarrassé, ce qui aurait pu être le cas pour la juriste que vous êtes, de termes juridiques plus qu'embarrassants. Et je trouve qu'il pourrait être traduit par une formule corse que vous connaissez peut-être, sans doute, Apo Boulevard, Bisogna Martia. Est-ce que vous connaissez l'expression? Non. Bien sûr, on a donné des définitions différentes sur cette expression. Apo Boulevard, Bisogna Martia. Mot à mot, littéralement, un peuple construit, fait, il faut aller de l'avant, il faut marcher. Je trouve que l'ensemble de votre exposé correspond, mais alors tout à fait, avec cette expression, parce que construire, fatu, construire un peuple, et martia, avec l'idée de marche, on peut aller très loin, mais aller de l'avant, c'est-à-dire être tout le temps dans la lutte. Et je pense que c'est fondamental. Un peuple surgit dans des moments de lutte. C'est à ce moment-là qu'on retrouve peut-être ses défauts également, mais toutes ses qualités. Et si nous prenons l'exemple de la Corse que vous avez cité à différentes reprises, il y a eu le coup de l'Argentel contre l'installation d'expériences atomiques dans nos granites. Il y a eu les bouts rouges. Il y a eu les bouts rouges, bien entendu. Il y a eu les falsifications de l'affaire Daléry, etc. On a trouvé chaque fois le peuple derrière. Et puis, quand la lutte s'étiole, s'éteint, le peuple disparaît. Et à cette occasion, je voudrais vous soumettre, c'est très court, ce n'est pas très long, très court, une expression du philosophe
Sodergic, qui s'exprimait dernièrement, il donnait une interview dans un quotidien parisien. On lui disait, qu'est-ce que finalement un peuple, puisque tout le monde aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, les journalistes ont toujours le mot peuple à la bouche, tout au moins sous leur plume. Et Sodergic répond, le peuple, ça n'existe pas. C'est une fiction, un concept du XVIIIe siècle néfaste, car il produit des effets d'unification fausse, une illusion d'homogénéité. Le populisme actuel, c'est simplement la continuation de cette fiction. Alors voilà, j'ai l'impression qu'à travers la réponse de Sodergic, justement, on oublie ce qu'est la lutte. Il ne voit pas un peuple en lutte. Et je reviens par ce biais à mon expression qui, à mon avis, est en correspondance totale avec le contenu de votre exposé. Merci, John Diago. Il fait du peuple une essence, si vous voulez. Hein. Donc, en tant qu'essence, c'est sûr que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'essence du peuple. On peut pas. Il confond le peuple et le populisme. Le populisme, c'est pas du peuple. Hein. Le populisme, c'est un refus du peuple, parce que le peuple est nécessairement, du moment qu'il lutte, et donc du moment que ses frontières sont mouvantes, il est nécessairement hétérogène, mais d'une hétérogénéité construite, vous voyez, pas d'une hétérogénéité qui fait se diviser, d'une hétérogénéité qui rassemble. Pour se rassembler, il ne faut pas se ressembler, vous êtes d'accord là-dessus. Il faut qu'il y ait un minimum de différenciation interne pour pouvoir se rassembler. Les gens qui se ressemblent ne se rassemblent pas. Ils forment du communautarisme, et ça, c'est pas du peuple. Le peuple est nécessairement hétérogène. Donc, je ne suis pas d'accord du tout avec son analyse. Je pense qu'il fait une analyse un peu à la Rousseau. Il reprend Rousseau en le critiquant. C'est une vision du 18e qui est dépassée, hein, à mon avis. Oui, ici. Ça marche, oui. C'est là, je suis là. Juste une toute petite précision pour dire, enfin, suite au propos de John Diago, à Populovat ou Bisogna Martia, ça a été la devise officielle du FLNC depuis des années. Je ferme la parenthèse. Je me permets de vous remercier parce qu'il y a quelque chose qui a été tout à fait plaisant pour moi, c'est la non-utilisation du PowerPoint. Je suis un farouche militant, et donc c'est rare de voir et sans feuilles, sans PowerPoint et tout, ça, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Parce que, du coup, on a des conférences voilà, où on peut bien se concentrer sur la parole. Donc, merci pour cet exposé très riche. Je vous dis, c'est des réflexions que je vous livre. Après, vous les commentez comme vous voulez. Notamment par rapport à la question de savoir si on peut appartenir à deux peuples ou pas. Il y a un problème, c'est que la notion de peuple, et vous l'avez dit en préambule, est tellement... c'est tellement inconstruit finalement et tellement difficile d'y répondre, c'est que nous-mêmes scientifiques, on a tendance finalement à essentialiser nos approches par rapport à cette notion de peuple ou d'autres notions. Quand on demande si on peut accéder ou appartenir à deux peuples, cela suppose que dans la représentation collective ou dans les faits juridiques, on soit d'accord sur la notion de peuple. Donc moi, si je vous réponds oui, j'entérine de la sorte la notion de peuple, et de facto, si je vous réponds non, j'entérine aussi cette représentation collective de la notion de peuple. Donc ça pose quand même un petit peu problème. Mais j'y viens. Cette représentation collective, à un moment donné, et qui plus est aujourd'hui dans le débat politique corse depuis 50 ans, maintenant depuis sa période contemporaine, a besoin de réponses, et notamment se tourne vers l'université ou vers les scientifiques ou plus communément appelés les intellectuels, pour dire ce qu'est un peuple ou d'autres choses. Donc le peuple, si j'ai envie de dire, a besoin qu'on lui dise ce qu'il est et quels sont les critères. Mais du coup, si on retient tel ou tel critère, on va essentialiser à notre tour, on va critériser ce qu'est un peuple, donc on va opposer à autre chose. Donc c'est très compliqué, et vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là, mais quand on demande est-ce qu'on peut appartenir à un peuple ou pas, ou à deux peuples, d'une certaine manière, on fait aussi de l'essentialisme à notre tour. Alors, je parle sous le contrôle d'Alain Dimet. Il y avait un texte de 1996 dont on a déjà parlé, c'est la Déclaration mondiale des droits linguistiques. Il s'intéressait aux droits linguistiques. Et elle se posait la question, mais ces droits-là, ils vont s'appliquer à qui ? Qui est-ce qui peut se revendiquer d'une communauté linguistique, sous-entendu d'un peuple, pourrait-on dire, linguistique ? Ils retiennent 3 critères.
critères. Alors c'est une convention qui n'a jamais été appliquée. Jacques Thiers a été un des signataires de cette convention, à côté de l'UNESCO, de grandes personnalités comme Yasser Arafat, Nelson Mandela, etc. Ils retiennent 3 critères. Ils retiennent le critère de l'historicité, donc un caractère historique. Est-ce que, oui ou non, une communauté se constitue à travers les âges avec un mode des comportements un petit peu qui leur serait singulier. Le caractère territorial, même si il n'est pas toujours éprouvé, mais la géographie, est-ce qu'à un moment donné, on peut délimiter un peuple à travers son histoire? Et un troisième critère, et j'en viens à ma réflexion principale, qui me semble essentielle, c'est l'auto-identification. C'est qu'à un moment donné, moi, si je devais caractériser un peuple, dans la mesure où vous l'aurez compris, et on partage tout à fait cet avis, me semble-t-il, il n'y a pas de critères objectifs pour dire ce qu'est un peuple, au-delà de l'histoire ou de la géographie, même si ces 2 critères ne sont pas objectifs pour autant. Il y a l'auto-identification. Est-ce que les personnes se déclarent collectivement, alors avec le jeu de majorité-minorité, au-delà d'un cadre étatiste, au-delà d'un cadre politique, au-delà d'un cadre numérique, est-ce qu'ils se déclarent collectivement comme peuple à travers une forme d'auto-identification? Me semble-t-il, concernant la problématique corse, oui, très clairement, depuis la période contemporaine. Et ça, il me semble, c'est un critère qui est extrêmement important dans notre élément de réponse. Donc, est-ce qu'on peut appartenir à 2 peuples? J'ai envie de vous dire, ça dépend de qui répond à cette question. Je veux dire, moi, je peux dire oui, Alain peut dire non, vous pouvez. Et pour autant, ça ne nous donnera pas une dimension objective du fait. En revanche, est-ce que depuis un certain nombre d'années, collectivement, les Corses se déclarent comme peuple? Et si on ramène ça à la problématique linguistique, ce que Marcellès a appelé la reconnaissance naissante, je reconnais, donc je donne naissance. Avec ce jeu de mots, reconnaissance naissante. La langue corse, jusqu'à les années 70 n'existe pas comme langue. Paoli n'en fait pas, j'en parle des fois avec les étudiants d'études corse, Paoli n'en fait pas sa langue d'État parce qu'il n'a pas conscience du corse comme langue. Donc il ne peut pas faire du corse une langue d'État, il n'a pas conscience du corse comme langue. Le corse advient comme langue, selon ce concept qui est douteux, parce qu'on a conscience, on reconnaît, donc on fait naître. Et j'en viens au dernier point de cette réflexion. Donc il faut qu'il y ait une auto-identification, mais cette auto-identification n'a de valeur que si l'autre, avec un grand A, participe aussi à l'identification, à la reconnaissance. Demain, on voit très clairement ce qui se passe aujourd'hui avec les Catalans. Que font les Catalans depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis qu'ils ont entamé, on va dire au moins depuis 2008, leur processus d'indépendantisation ou de souveraineté? Ils contactent les autres États pour une future reconnaissance. Pourquoi? Parce que si la Catalogne, à l'issue d'un référendum demain, ce qui arrivera dans les 10, 15, 20 années à venir, se déclare comme indépendante, mais que les États-Unis, la France ou d'autres pays en Europe ne lui reconnaissent pas cette indépendance, elle ne sera de facto pas indépendante. Donc, à un moment donné, la reconnaissance de l'autre, c'est pour ça qu'aussi, j'arrive sans entériner les thèses que vous condamniez, bien évidemment, pour qu'il y ait une théorie, pour qu'il y ait un jeu, c'est toute la théorie du jeu et du tu. Pour qu'il y ait un jeu, il faut aussi qu'il y ait un tu. Pour me déclarer, moi, comme peuple, je dois aussi m'opposer à un autre peuple. Et c'est Alain Dimet, qui a participé à ma thèse, peut-être s'en souvient-il, je m'étais appuyé sur toutes les théories, notamment d'Édouard Glissant, sur la théorie des opacités, que reprend Claude Lévi-Strauss, qui avait été conspué dans les années 70, pour ça, après, qui avait été adulé dans les années 2000. C'est à un moment donné, moi, je dois m'affirmer comme je pour m'opposer à toi. Et cette affirmation comme je, elle suppose aussi, je veux dire, une définition, une autodéfinition, voilà, qui va à un moment donné s'auto-limiter, peut-être en opposition à quelqu'un d'autre. Et tout ça, là, je termine là-dessus, sur cette idée de projet qui est fondamentale. L'essentiel, me semble, ne se situe pas dans le passé, dans le présent, mais bien dans ce qu'on fait dans le futur comme projet collectif. Voilà. Donc la question de la reconnaissance, oui, qui était peut-être un peu moins abordée dans ton propos. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Si vous voulez, ce que vous appelez auto-identification, moi j'appelle ça droit du peuple à disposer de lui-même, mais ça implique ça, si vous voulez. Un peuple ne peut disposer de lui-même que s'il a conscience d'exister en tant que. Autrement, il ne dispose pas de lui-même. Hein. Alors, dans l'histoire, le droit du peuple à disposer de lui-même s'est manifesté surtout par des luttes. Hein. Donc c'est à travers les guerres, à travers les luttes armées, à travers les révoltes armées que les peuples se sont exprimés dans un premier temps, le plus souvent. Mais ça peut s'exprimer, l'auto-identification peut s'exprimer d'autres façons. Il n'y a pas forcément la lutte, il y a la lutte et il y a plusieurs formes de lutte. La lutte sociale, elle n'est pas forcément une lutte armée. Donc je suis d'accord avec votre analyse. Sur le double... Peut-on appartenir à deux peuples, si vous voulez. Moi, je suis partie de mon... On part souvent dans son expérience personnelle. Je pense que le problème ne va se poser que de façon liminaire dans un certain nombre de cas. Il y a un peuple d'origine
quand le peuple d'origine, quand le peuple d'appartenance et le peuple d'affiliation coïncident, il n'y a pas de problème. Ça sera le cas pour la majorité des gens, si vous voulez. Hein. Mais quand vous avez un peuple d'origine, et par exemple, prenons le cas de la Corse et de la France aujourd'hui. Hein, est-ce que au hasard, bon. Moi, je pense que à quoi ça sert une langue? Ça sert soit à s'exprimer, peut-être aux deux en même temps, à s'exprimer localement, c'est-à-dire à avoir une vie sociale intense et riche et complète. Donc, il faut parler la langue que parlent ceux qui vous entourent. Soit à un accès à l'universel. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, si vous voulez, tel que mon histoire l'a fait, une génération, je crois qu'il y a une génération de Corses, puisqu'on prend le cas des Corses, une génération de Corses qui a un accès à l'universel par le français. Vous voyez ce que je veux dire? Par la langue française. Est-ce qu'on peut dire, à ce moment-là, on n'appartient pas au peuple français? Je n'ai pas un culte particulier pour l'histoire de la France, mais par le biais de cette langue française, j'ai un accès à l'universel, c'est-à-dire j'ai un accès à la compréhension du monde. Et c'est par le français que je l'ai. Et c'est aussi par une histoire qui a été, c'est ma génération, une histoire sur un territoire. Donc, il y a l'accès par la langue, vous voyez, il y a l'accès par le territoire. Donc, je pense que si on me demandait de choisir demain, si on me demandait de choisir entre le peuple corse et le peuple français, si j'étais obligée de choisir, compte tenu de mes conditions de vie aujourd'hui, je choisirais d'avoir la nationalité corse. Mais peuple, c'est différent de la nationalité, hein, on est d'accord. Bon. Mais si vous n'êtes pas obligé de choisir, il y a beaucoup de gens qui considéreront qu'ils n'appartiennent qu'à un peuple. Hein. Et d'autres qui considéreront qu'ils appartiennent à deux peuples. Je pense aux immigrés qui vivent en Corse depuis des décennies. Hein. À quel peuple ils se sentiront d'appartenir? Il faut leur demander ça. Hein. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux, ils ne peuvent pas renier leur peuple d'origine, leur peuple maternel, parce que c'est leur peuple maternel. Mais je pense que par tout leur comportement, par leurs mœurs, par le fait qu'ils se sentent, non seulement vivre en Corse, mais être des Corses, s'ils ne se sentent pas, c'est autre chose. On ne peut pas forcer les gens à appartenir à un peuple. Mais s'ils veulent, à mon avis, il y a cet accès-là, qui est l'accès par l'affiliation, par le fait qu'on appartient au monde à travers un peuple dans lequel on vit, qui n'est pas forcément votre peuple d'origine, encore une fois, mais qui est le peuple qui vous ouvre l'accès à l'univers. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que ou on fait du populisme, ou alors le peuple, c'est un moyen, encore une fois, d'accéder à l'universel. Donc, c'est difficile, cette idée de double. C'est difficile. Hein, c'est pas une notion facile, mais je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une imposition juridique. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut laisser un peu de souplesse pour qu'il y ait du ressenti là-bas. Il y a de l'affect là-dedans. On peut pas... moi, je vous jure, si on me demande de choisir entre le peuple français et le peuple africain, je choisis l'Afrique. Si j'avais à choisir, je ne vais pas choisir. J'ai la nationalité sénégalaise parce que j'ai plein de copains au Sénégal et que j'adore le Sénégal. Mais si on me demande de choisir entre être français et être sénégalais, je choisis d'être sénégalais. Voilà, sénégalaise, quoi. Donc, c'est pas, il n'y a pas de règles compliquées. Mais je pense que le problème doit être posé. Et c'est bien de le poser. Hein. C'est bien de le poser parce que c'est un vrai problème et complexe. Et avec l'idée que les frontières des peuples évoluent. Alors, au moment de lutte de libération nationale, quand il y a une lutte de libération nationale, c'est clair que le concept de peuple qui revendique son autonomie ou qui revendique son indépendance est le plus dominant, vous voyez, est prédominant. Donc il y a des moments où ce concept-là est prédominant. Mais dans une période, je dirais, pacifiée, où les choses évoluent historiquement plus normalement, il faut qu'il y ait une réflexion et un choix. Et il n'y a pas de solution toute faite. Et voilà, c'est un peu ce que vous disiez. Je pense qu'il faut être assez modeste sur un processus historique. Ce qui est vrai, et je suis d'accord avec vous, c'est que je crois que nulle part le peuple ne s'exprime mieux que dans la lutte. Je pense que la façon la plus incontestable pour un peuple de s'exprimer, c'est dans la lutte. Là, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On sait où passe il y a un peuple, dans la lutte. En dehors des périodes de lutte qui ne peuvent pas être des périodes de lutte organisée et structurée permanente,
bon, il peut y avoir des interrogations. Moi, j'ai des amis continentales qui vivent en Corse depuis... Enfin, qui sont nés en Corse, hein, dont les parents étaient continentaux, sont arrivés en Corse. Elles se posent la question, est-ce que j'appartiens ou pas au peuple corse? Vous voyez, c'est intéressant, ça. Est-ce que j'appartiens ou pas au peuple corse? Elles se posent la question. Donc, on ne peut pas avoir de réponse là tranchée, mais c'est dans le mouvement qu'on prouve l'existence d'un peuple. Là, ça, je suis absolument d'accord là-dessus. Je crois que les commentaires de Romain allaient... tu es resté sur le niveau d'appartenance, d'une certaine revendication et de questionnement. Je crois que Romain cherchait vraiment, une fois que... Je crois que la question ne se pose plus sur l'existence du peuple corse. Et ton exposé aujourd'hui l'affirme de façon claire, à titre individuel, voire à titre de collectif. Je crois que là, au niveau de l'évidence. Mais pour continuer, pour t'amener peut-être à répondre un petit peu plus précisément et de façon juridique, c'est le problème de qui reconnaît qui, à un moment donné, de façon à affirmer des droits. La co-officialité aujourd'hui, par exemple, pour essayer d'être concret, c'est un droit. Je pense que la sociolinguistique en fait la démonstration. Bon, l'appareil juridique, non, parce que la Constitution française est un appareil qui ne correspond pas à cette revendication-là. Mais la co-officialité, par exemple, est une demande légitime, affirmée non seulement par le peuple au niveau de ses luttes et de ses aspects populaires, mais aussi par sa représentation directe sur un territoire reconnu, bien défini, qu'est la Corse. Et à ce moment-là, on se heurte à un refus par le problème de constitutionnalité. Et si on ne fait pas le tour enfin, si on ne contourne pas ce problème-là par d'autres reconnaissances, je pense que ça va durer longtemps et la conjoncture actuelle n'est pas faite pour peut-être améliorer les choses. Voilà. Cette problématique de la reconnaissance et des droits juridiques d'un peuple, une fois qu'on l'a posé et qu'il a cheminé par l'histoire et qu'il s'est individué par son cheminement historique, hein, selon tous les processus théoriques qu'a évoqué Romain, comment tu l'appréhendes ça? Et ça, c'est peut-être une question directement juridique. Oui, alors si tu veux... Pardon, Romain, de rebondir encore sur... L'opposition classique, c'est évidemment de se tourner vers l'État. Hein. Bon, l'État français lui demandait de reconnaître la co-officialité. S'il dit non, ce qui est vraisemblable dans la conjoncture actuelle, il faut prendre d'autres chemins juridiques. Le peuple palestinien a été reconnu par l'ONU. Hein, voilà. Alors, il a eu une lutte aussi. Hein, bon. Mais le peuple palestinien a été reconnu par l'ONU. C'est-à-dire qu'en dehors de la France, il n'y a pas un tête-à-tête France-Corse. Il y a un monde, il y a l'Europe, dans un premier temps. On est dans des structures européennes. Ce que font un peu les Catalans. Je ne sais plus, c'était vous qui parliez des Catalans. On disait il n'y aura pas d'indépendance catalane. Non, c'était Romain, toujours. Oui, s'il n'y aura pas d'indépendance catalane si les autres ne le reconnaissent pas. C'est vrai. Donc il faut que les champs juridiques soient élargis. Si tu veux. Moi, je crois que le tête-à-tête État français, dans la conjoncture actuelle, encore une fois, compte tenu des positions des gouvernements successifs et responsables politiques corses, va déboucher sur des impasses. Alors, il faut continuer à les mener, vraisemblablement. Bon, je ne crois pas que dans l'immédiat, à moins qu'il y ait un bouleversement politique majeur en France, il puisse y avoir une reconnaissance de la co-officialité. Par exemple, tu parlais de la co-officialité. Je pense qu'il y a des moyens quand même de se faire reconnaître ailleurs, si vous voulez. La Corse est une île en Méditerranée. Elle est une île, c'est-à-dire qu'elle est un milieu. Elle n'est ni au centre ni à la périphérie. Elle est dans un milieu. Et il est en train d'émerger en Europe, c'est long, mais ça arrive, une spécificité insulaire. Hein, dès que les îles ont une spécificité. Donc je crois qu'on peut jouer sur l'Europe. On peut se faire aider par l'Europe, de certains côtés. Et puis, moi, je pense qu'à terme aussi, il faut que tous les pays, tous les territoires, toutes les portions de nations ou de peuples qui veulent, pour des raisons X ou Y, ne plus appartenir à un peuple déterminé, travaillent au niveau des organisations internationales. Même si, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui peut paraître vain, je ne crois pas qu'on puisse mener une bataille politique, une juridique de ce genre uniquement en tête-à-tête entre l'État français et avec les régions. Je pense que l'Europe va jouer parce que les Catalans vont finir par prendre leur indépendance, parce que les Basques la prendront aussi, parce qu'un certain nombre de régions européennes peut-être la prendront.
et qu'il va y avoir un effet boule de neige. Alors moi, personnellement, je pense que le peuple corse s'autodéterminera puis dira ce qu'il veut, s'il veut l'indépendance ou l'autonomie. Moi, je suis favorable à une autonomie, ce que j'appelle l'autonomie horizontale, c'est-à-dire l'autonomie verticale, c'est le fait que on décentralise, quoi, en gros, hein, la décentralisation du centre vers la périphérie. Et l'autonomie horizontale, c'est qu'il y ait des statuts complètement différents. Moi, je suis pour qu'il y ait un vrai statut d'autonomie à la Corse, qu'elle n'a pas, hein, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir à la collectivité territoriale, en définitive. Hein. Mais moi, je suis pour accentuer l'autonomie horizontale et plutôt que l'indépendance. Je ne crois pas à l'indépendance nationale et je ne pense pas que, même la France, je pense que la France aura beaucoup de difficultés à survivre dans le monde en tant que nation indépendante. Voilà. Mais ça, c'est une position personnelle. Mais pour répondre en juriste, je pense qu'il faut des juristes internationalistes qui montrent comment on peut porter, en d'autres termes, porter entre guillemets les revendications corses, ou en tout cas des élus corses actuels, sur la scène internationale. La question que tu posais. Au niveau européen, on en a parlé dans les rangs derrière. Hier, il y a eu un accord, enfin avant-hier, entre les Baléares, la Sardaigne et la Corse, voilà, pour parler d'une seule voix par rapport aux faits insulaires, par rapport à la Commission européenne. Notamment. Ça, c'est positif, à mon avis. Ça, c'est positif. Oui. Une dernière chose, après, c'est pour relancer un petit peu le débat. Toute la première partie de votre exposé, moi, il y a juste quelque chose qui m'a dérangé par rapport à cette critérisation de peuple, c'est que j'entendais plus parler, alors même que vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot, d'une forme de citoyenneté, de citoyens par rapport à leurs droits, leurs représentations, et non pas des membres appartenant à un peuple, qu'il soit fictif ou pas. C'était plus, moi j'entendais, voilà, c'est vraiment une définition du citoyen, sans même que vous prononciez une seule fois le mot. Oui, parce que si vous voulez, le régime représentatif identifie la citoyenneté et le peuple. C'est ça que je voulais démontrer, c'est qu'il n'y a de peuple que le peuple des citoyens. Dans le régime représentatif, on ne prend en compte comme peuple, on ne considère comme peuple que le peuple des citoyens, puisque c'est ceux qui votent. Voilà. Mais on pourrait, par exemple, faire voter les Européens. Le problème serait le même. On pourrait demain décider que tous les électeurs d'Europe, de l'Union européenne, vont voter aux élections françaises. Ils ne seront pas citoyens français, mais ils seront électeurs, voyez. Donc, jusqu'à présent, le régime représentatif a été conçu. Il a été conçu par des fictions juridiques. À quoi a servi le système représentatif à construire la nation, hein? Donc, la citoyenneté, la nation, tout ça, c'est identifié. Alors, c'est vrai que je n'ai pas prononcé le mot citoyen parce que c'était implicite, si vous voulez. Dans mon esprit, ne sont membres du peuple que les citoyens. Pour le moment, mais à terme, si l'Europe politique existe, demain, les Européens voteront aux élections. Il n'empêche que le système représentatif restera ce qu'il est, c'est-à-dire une majorité qui exprime l'unanimité, qui écrase les minorités, et qui ne s'exprime qu'à des périodes de temps déterminées. Le reste du temps, on se tait à partir de fictions juridiques qui sont des fictions extrêmement contraignantes. Moi, j'avais peut-être une dernière question par rapport à cette notion de l'habilité des frontières. Tu as très très bien exprimé cette impossibilité à circonscrire un peuple. Moi, je fais partie de ceux qui sont parfaitement d'accord et qui opposent la même définition à la langue. C'est-à-dire que je pense que les langues, ou la langue corse, elle est impossible à confiner comme toute langue. Et en même temps, par rapport à cette hétérogénéité qui est essentielle, c'est-à-dire que tu dis qu'il ne peut pas exister de peuple si, en son sein, il n'est pas hétérogène. Donc, impossibilité aussi de fermer les frontières, et il ne peut y avoir de peuple que sur un territoire qui admet une certaine porosité. Alors moi, je voudrais t'interpeller là par rapport au fameux mot de Rocard, et pour savoir un petit peu jusqu'où on peut mettre le curseur dans cette essentielle porosité, avec laquelle je suis parfaitement d'accord personnellement. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, avait-il dit. Alors, est-ce qu'il y a un curseur, là, à un moment donné, c'est ce que les Français les plus réactionnaires disent actuellement, d'accord pour l'immigration, mais nous sommes un peuple, mais jusqu'où pouvons-nous supporter l'ouverture des vannes en termes d'immigration? Et c'est ce qui fait problème aujourd'hui en France et en Europe, peut-être.
voire en Corse par certains discours, hein, y compris chez les nationalistes. Alors, moi, je ne suis pas rocardienne, mais la formule de Rocard, c'est pas seulement celle-là. Il a dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si elle doit y prendre sa part. Oui, d'accord. Même s'il doit y prendre sa part, c'est quand même important. Oui, tout à fait. Hein, et on a toujours en tronc qu'on dit la France ne peut pas accueillir... Mais il faut prendre toute la phrase. Hein. Donc, c'est vrai qu'elle doit y prendre sa part, mais elle peut pas faire tout toute seule. Je trouve que c'était une analyse qui est, qui est juste. Non, mais je l'abîme pas. Hein. Non, mais elle devait partir, madame. Ah bon. Je pense que, si tu veux, c'est un vrai problème, ça. Je ne crois pas qu'il y ait de solution toute faite, ni quantitative. Il faut comment faire cohabiter, se frotter en quelque sorte le même et l'autre, c'est-à-dire soi et les autres. Voilà, c'est la solution. Comment vivre en commun, c'est ça. Il n'y a pas de recette miracle. Là. Moi, je crois qu'il y a... quelles frontières ? Je ne sais pas où il y a des limites. Il peut y avoir à certaines périodes des limites étroites, à d'autres périodes des limites plus larges. Ce qui doit se faire, à mon avis, c'est qu'il faut laisser... Il faut de toute façon qu'il y ait une certaine ouverture, une certaine porosité, et qu'il y ait au milieu un mot peut-être qui est un mot banal, mais qui est riche de beaucoup de choses, c'est le mot rencontre. Quoi. Je crois qu'il faut qu'il y ait des rencontres. Voilà. Un peuple, il doit pouvoir rencontrer les autres. Il faut qu'il y ait des rencontres individuelles et collectives. Après, les rencontres, jusqu'où elles vont, on ne peut pas savoir d'avance, tu vois. Peut-être que dans une période difficile, les rencontres seront faibles, seront modestes, mais il ne faut pas a priori refuser les rencontres. Voilà. Après, il y a des périodes où il peut y avoir... nous, la Corse, par exemple, on a toujours été une terre d'hospitalité. Hein. Ça s'est vu pendant la guerre. Ça a été quand même un des rares départements qui a accueilli des Juifs. Il y a eu où il n'y a pas eu de pogrom, où il n'y a pas eu de dénonciation, où il n'y a pas eu. Donc il y a une culture là. Il y a un terreau, disons. Il y a un terreau. Hein. Mais a priori, je pense qu'il faut laisser le champ des possibles. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il faut laisser le champ des possibles. Il ne faut pas que ça devienne impossible. Voilà. Il faut pas que ce soit impossible. À partir du moment où c'est possible, les possibles peuvent varier d'une période à l'autre et doivent varier d'une période à l'autre. À partir du moment où on décide qu'on ne construit pas un peuple contre les autres. Voilà. On construit un peuple progressivement dans la durée, dans les difficultés, dans les contradictions avec les autres, et notamment avec ceux qui font appel à ce peuple, hein, qui, pour une raison ou pour une autre, veulent avoir accès à ce peuple. Voilà. Et puis les différences, moi je pense que la différence enrichit. J'ai toujours pensé que c'est pas à travers les gens différents de nous qu'on s'enrichit, et pas à travers les gens qui pensent systématiquement comme nous, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais tu vois, il n'y a pas de réponse. Oui, non, ce qui comptait, moi, je voulais te faire insister sur l'axiome, justement, un peuple ne peut être qu'hétérogène. Ensuite, la question quantitative, elle est bien sûr très relative et très difficile. Et c'était pour faire écho aussi à une période très réactionnaire et très difficile dans les temps d'aujourd'hui. L'homogénéité, c'est la majorité silencieuse. Il y avait un article très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez lu, dans le Sétimane de Michel Barra. Oui, tout à fait. Hein, sur la majorité silencieuse. Il est très intéressant cet article, où il montrait que l'homogénéité de la majorité silencieuse, c'était l'exclusion, c'était le rejet, c'était le racisme. Enfin, il avait fait un article très intéressant là-dessus. Nous l'inviterons. Où il prenait le problème par un autre bout, mais enfin, il disait... Voilà. Voilà, Francine, merci mille fois. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon très, très complet.